que l'on continue bien sûr à décrypter ce qui est en train de se jouer, cette mobilisation qui se met en branle avec nos deux duellistes du dimanche. Bonsoir Franz-Olivier Gisbert. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous ce soir. Et comme chaque dimanche, bonsoir Robert Ménard. Bonsoir Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes bien sûr maire de Béziers. Je voudrais d'abord, messieurs, vous faire réagir à ce qui est en train de se passer. On voit ces images qui rappellent ce que l'on pouvait voir en janvier dernier avec ces tracteurs qui sont en train d'arriver sur la nationale 118. Robert Ménard, c'est voilà le retour de cette mobilisation. Des images quasiment équivalentes. C'est exactement la même chose et à peu près le même discours. Tu as le Mercosur, mais c'est vrai, il a raison tout à l'heure. Le garçon qui était sur votre plateau, Étienne Fourmont, il n'y a pas que ça. Moi, je vois chez moi, les types, ils te disent qu'ils n'arrivent pas à vendre leur vin alors qu'il y a une très mauvaise récolte, mais les prix n'ont pas augmenté. Et vous savez, Benjamin, ça se joue à peu de choses. Moi, j'ai réuni tout un tas de gens à la mairie parce que quand même, il y a une telle effervescence et tout ça. Les types, ils te disent, si notre vin, on le vendait 15 centimes de plus la bouteille, on s'en sortirait. Tu t'es dit, mais comment c'est pas possible? Tout à l'heure, il parlait, le chef de l'État, vous savez, des règles qui sont pas les mêmes, en gros, avec le Mercosur et nous. La concurrence déloyale. Mais attendez, mais c'est pareil entre la France et l'Espagne. Mais ça, ils en parlent pas. Les règles, il y a des produits phytosanitaires que tu peux utiliser en Espagne, que tu peux pas utiliser de l'autre côté des Pyrénées, c'est-à-dire chez nous. Les viticulteurs chez moi, ils disent, mais pourquoi donc? T'as compris, ça fait que c'est moins cher et ils produisent plus. Le prix, ça, et puis alors moi, là, on va faire plus simple en termes de paperasse. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont changé? Les types, ils te disent, au fond, c'est une escroquerie, ce débat. On t'explique, alors, tu sais, ça se fera plus par papier, c'est-à-dire ce qu'est en train de faire Franz-Olivier, écrire à la main, on va le faire par ordinateur, mais tu en as rien à foutre. Tu y passes le même temps. Moi, je vois les gens chez moi, ils me disent, 1 jour par semaine à remplir de la paperasse. Je veux dire, il faut régler ça. Et d'où la colère et tout. Moi, mardi, je serai avec eux. Vous mobiliserez... Attends, les types, ils t'appellent, tu peux pas dire ça ici. Enfin, à la différence de vous, moi, je suis maire, je suis pas... Oui, ça va pas échapper. Non, mais ça change. Tu peux pas dire ça ici, ou que Franck, je suppose qu'il doit être d'accord sur ce genre de choses. Et puis moi, évidemment, ils me disent, oui, mais alors si vous êtes d'accord, donc mardi à 6h du matin, je serai sur l'autoroute, sur les péages autoroutiers avec, en l'occurrence, la coordination rurale. Franz, évidemment une réaction à ce que vient de dire Robert Ménard, mais moi j'entends le gouvernement, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, dire c'est pas vrai, il y a plus de 60% de ce qui avait été promis au mois de janvier qui est réalisé ou en cours de réalisation. Bon, là, c'est quoi? C'est deux réalités parallèles qui se non, qui pas se du passent. tout. Moi, je suis sûr qu'elle dit vrai. Le seul problème, c'est que la situation de l'agriculture française est assez catastrophique. C'est-à-dire, il y a autre chose dont Robert n'a pas parlé, c'est l'agriculturophobie. Moi, ça me frappe beaucoup, c'est-à-dire à travers l'écologie ou disons les escrologistes, parce que c'est quand même comme ça qu'il faut les appeler. Ah oui, carrément. C'est-à-dire, ils emmerdent le monde entier. Quand vous connaissez des agriculteurs, il y en a qui sont quand même emmerdés à longueur de journée par des petits groupes d'escrologistes extrêmement actifs, qui perturbent, qui cassent, qui marchent dans les cultures, etc. Enfin, ça, il y a des choses qui ont été faites, par exemple. Moi, je me souviens de tout le débat qu'il y avait sur la question de savoir si la police de l'agriculture, de la forêt devait arriver, le nombre de contrôles, ça, il y a plutôt des décisions qui ont été prises. Ça, c'est vrai. Ouais, mais attendez, il y a quelque chose aussi, par exemple, par rapport... tu parlais de l'Espagne. Bon. Mais simplement, j'ai l'impression, en Espagne, que les pouvoirs publics sont plus en appui de l'agriculture. Ça a peut-être changé maintenant. Il y a peut-être un nouveau gouvernement, peut-être ça va... Mais je pense que c'est très important. Par exemple, la cueillette des fruits. On sait très bien que c'est très organisé en Espagne. Ce qui fait que nous, on a des hectares de cerisiers, je pense notamment dans le Vaucluse, qui sont laissés à l'abandon. Ça sert c'est pour les oiseaux, et parce que il y a personne pour venir les ramasser. Tout ça est organisé bien en Espagne, avec des gens qui viennent du Maroc, qui sont logés, qui repartent après, etc. Nous, si vous voulez, on a le sentiment. Et ça, si vous voulez, quand vous regardez l'évolution de l'agriculture, parce que là, on peut parler du blé, on peut parler de l'élevage, mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est les filières légumières et fruitières qui sont maintenant déficitaires. C'est-à-dire que on était le pays de l'agriculture, on exportait notre agriculture.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à l'importer de plus en plus. Donc c'est vraiment une cause nationale, et c'est pour ça qu'évidemment, comme tous les Français, moi je suis avec les agriculteurs. Robert Ménard, je vous donne la parole dans un instant, juste pour continuer à faire vivre et alimenter la discussion. Je voudrais juste qu'on a sur le terrain retrouvé dans les Deux-Sèvres à Niort notre journaliste Antoine Forestier, puisque là où vous êtes, Antoine, il y a d'autres façons de se mobiliser et de protester contre ces normes et ces politiques qui iraient à l'encontre des agriculteurs. Oui, vous avez déjà loupé quelques tours ici de bâchage, comme ils appellent ça. On ne distingue plus le nom de la ville, mais nous sommes bien à l'entrée de la ville de Niort, et des opérations comme ça, il y en a dans tout le département des Deux-Sèvres ce soir. Je suis du côté de Denis Mousseau. Vous êtes donc le président de la FNSEA ici dans les Deux-Sèvres. C'est quoi la symbolique quand vous faites ce genre d'action là ce soir un peu partout dans le département? Alors, on en a marre que l'État nous balade, donc on se sent perdu, on n'a pas de direction. Donc en bâchant les panneaux, c'est d'alerter le gouvernement, de nous donner une vision, et qu'il arrête de nous balader. L'État vous balade, a aussi mis en place des actions. Il y a aussi des promesses non tenues, c'est vrai, depuis la précédente crise. Qu'est-ce qui a déjà été fait de la part de l'État qui vous satisfait, pour parler des choses positives déjà? Alors, il y a eu des avancées. Ça fait plus d'1 an qu'on est en mobilisation. Les mobilisations n'ont jamais cessé. À la FNSEA et au JA, nous avons travaillé, nous continuons à travailler. Mais pour l'heure, le résultat n'est pas bon. Donc nous alertons le gouvernement de se mettre au travail et de nous entendre. Et si demain nous mettrons les feux de la colère, il y a une raison. Donc à l'État de prendre ses responsabilités. Nous demandons d'urgence des fonds sur la trésorerie, une simplification administrative et une pause normative. Aujourd'hui, dans les cours de ferme, le climat est morose. Nous ne laisserons pas l'agriculture française se faire brader. On se rappelle par exemple, vous aviez obtenu des avancées sur le gazole non routier, c'était un grand débat il y a quelques mois. Qu'est-ce qui manque maintenant? On parle beaucoup de ce traité du Mercosur. Pour le grand public, c'est pas très compréhensible. Pourquoi vous êtes contre, quand on sait que dans les autres pays européens, par exemple, la plupart sont plutôt pour? Alors c'est très simple. Pendant nos revendications, nous avons demandé les clauses miroirs. Pourquoi les Français accepteraient une alimentation que l'on ne veut pas? Aujourd'hui, l'alimentation française produite par nos agriculteurs et nos agricultrices est saine et durable. Accepter le Mercosur, c'est accepter l'alimentation que l'on ne souhaite pas. Donc nous demandons une mise en place urgente et tout de suite des clauses miroirs. Merci beaucoup pour ce point en direct. Et là, voilà, on voit à la place du panneau Niort, eh bien, le Brésil qui a la place non au Mercosur. Voilà le message qui est lancé ici par les agriculteurs. C'est à la fois la FNSEA, mais également le syndicat des jeunes agriculteurs qui se mobilisent. Ça, c'est une première action. Demain, on aura des sortes d'opérations escargot. Et puis également, mardi, une opération importante pour ces agriculteurs, c'est d'aller à la rencontre de la population avec un grand barbecue qui va être organisé en centre-ville de Niort pour expliquer à la population toutes les raisons pour lesquelles ils sont pour l'instant mécontents ici dans les Deux-Sèvres. Antoine Forestier en direct des Deux-Sèvres avec Margot Sèvre et Robert Ménard. C'est frappant de voir à quel point là il y a une sorte de répétition. Là, on les voit bâcher les panneaux. Il y a 11 mois, c'était on marche sur la tête et donc on retournait. On les a toujours pas remis, nous. Oui. Ah, c'est vrai, c'est-à-dire que chez vous, c'est toujours inversé. Bien sûr. Et là, ils m'ont appelé, il m'a dit surtout, j'espère que vous n'avez pas enlevé on va pas les enlever. C'est chez nous, ça. Ils sont populaires. Parce que c'est pas seulement ce qu'ils produisent, c'est que demain, si on arrache 100 000 hectares de vignes, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Les paysages, ce que les gens viennent voir chez moi dans l'arrière-pays, c'est quand même les vignes qui butent, tu sais, sur les pins parasols, c'est parce que c'est beau avec les soleils. C'est ça. Et eux, c'est ce qu'ils entretiennent. Et c'est sympa, les agriculteurs. Je les entendais et tout. T'as envie d'être avec eux plus qu'avec le syndicaliste en chef de la CGT. Vous, Robert Ménard. Non, c'est pas vrai. Vous dites une connerie. Pas que moi. Les Français, il le disait tout à l'heure, le garçon du Figaro. Les agriculteurs, ils sont. C'est vrai qu'il y a une très grande popularité bien sûr. Du mouvement et de soutien vis-à-vis des agriculteurs. Voilà. Et c'est important. Oui, surtout que c'est un métier de plus en plus difficile, quoi. C'est tout. Enfin, elle me racontait tout à l'heure, avant de passer, la fille. Véronique Le Floch, la présidente de la coordination. Attendez, elle se lève le matin, elle va traire les vaches, elle les sort, sa fille qui l'aide, son mari qui travaille avec eux. C'est quand même pas des fainéantasses. Et puis la paperasse, c'est la paperasse. Ouais. Non, mais c'est des bosseurs, tu vois. C'est des gens, ils t'inspirent le respect. Au fond,
Et puis ils incarnent un truc formidable, c'est la France qu'on aime, qu'on a aimé. Alors peut-être qu'on est des vieux cons. Oui, mais c'est ça, c'est cette France. Mais parce que la France est un pays agricole. Je veux dire, faut jamais oublier, elle a une vocation. Ce n'est plus un pays industriel. Mais même leur mode de vie. On a foutu en l'air son industrie, et là, on a des gens qui se foutent un peu de foutre en l'air l'agriculture aussi. Non, mais ils sont ceux qui entretiennent notre pays comme on l'aime. Enfin, fais pas le moderne d'un coup. T'es comme moi et t'aimes les mêmes choses. On est un pays aussi qui exporte énormément qui est exporté énormément de produits agricoles. C'est pas parce que t'es agriculteur que tu exportes pas. Chez moi, un des autres problèmes, c'est Trump. On n'en parle pas. Enfin, attends, s'il refout la taxe, tu vois, de 25%, je te dis pas ce que ça va être, quoi. Vous évoquiez, messieurs, la question du commerce et la question notamment du Mercosur, alors qu'on continue de voir ces images. À gauche, la N118 avec ses opérations et ses tracteurs qui sont donc sur cette nationale. Et à droite, ces panneaux qui sont bâchés, en l'espèce, dans les Deux-Sèvres à Niort. Je voudrais qu'on écoute ce que disait le président de la République. Il a pris la parole juste avant de monter dans son avion pour se rendre au G20, précisément au sujet du Mercosur. Écoutez Emmanuel Macron. La France s'oppose à cet accord. Et je vais vous dire, le président Milei m'a dit lui-même qu'il n'était pas satisfait de cet accord et qu'il n'était pas satisfait du fonctionnement actuel du Mercosur. Ce qui est un des points sur lesquels nous avons convergé. Et donc je pense que je sors de ces entretiens avec la conviction que nous n'y sommes pas. Et donc je veux ici rassurer nos agriculteurs. Bon, Franz peut pas faire grand-chose, parce que lui dit « je m'y oppose », mais les pays européens autour de nous, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, ils sont favorables. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, y est favorable. Donc c'est quoi? C'est l'isolement de la France qui se voit dans cette opposition maintenue contre le Mercosur? La France peut être isolée quand même de temps en temps. Et puis, elle peut faire presque la politique de la chaise vide, comme De Gaulle avait eu le courage de le faire à une certaine époque. Moi, je pense qu'il me frappe dans cette histoire de Mercosur, c'est que tout le monde est d'accord. C'est-à-dire de LFI, c'est très rare en France. Oui. Ah oui, mais... donc il doit y avoir du vrai. Et si vous voulez, le sujet au fond, c'est ça, c'est que ces paysans, moi je suis évidemment contre le protectionnisme. Le protectionnisme, économiquement, c'est toujours un désastre. On sait, il suffit de lire n'importe quel manuel d'économie, vous regardez l'histoire, dès qu'il y a des mesures protectionnistes, à la fin, ça se retourne contre les consommateurs. Mais là, ce n'est pas du protectionnisme parce que cet accord-là, il y a quelque chose qui colle pas. On voit très bien, ce n'est pas à la régulière. C'est-à-dire que les pays d'Amérique latine vont importer en France, c'est-à-dire exporter chez eux, des produits avec énormément de pesticides, des pesticides qui sont quand même très dangereux comme le métallochlore, l'atrazine, enfin ce genre de choses, le carbofurant, qui sont quand même des pesticides assez répandus au Brésil. Bon, voilà. Et puis il y a les hormones. Mais non, mais tout ça, c'est à un moment donné. Tu fais pas un combat de boxe avec un mec qui a des gants normaux et l'autre du ciment dans les gants. Faut mettre faut mettre des combats, des gants de boxe. Le problème, ce que dit ce jeune homme, puisque nous on est vieux et lui il est jeune. De moins en moins jeune, mais. Ouais. Non, mais vous avez raison. C'est que en France, il y a l'unanimité. Tout le monde est d'accord pour dire c'est pas possible ça. Le problème. Donc il y a une raison. Non, mais attends, mais il y a toutes les raisons. Ici, on est tous d'accord pour dire tu peux pas boxer avec des gens qui boxent pas dans les mêmes conditions. On est d'accord là-dessus. Le problème, moi, je suis moins pessimiste que vous le laissiez entendre. Le problème, c'est la France est isolée en Europe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe prendra le risque et les instances européennes d'aller contre la France? C'est pas sûr. Oui. Je suis pas sûr. Et là, s'il a aucun pouvoir ou quasi, enfin, n'exagérons pas, s'il a moins de pouvoir, Emmanuel Macron, il va falloir sur ce terrain-là qu'il nous montre qu'il est capable. Mais il est très affaibli. Oui, mais est-ce que quand même il est capable de dire aux autres, oui, certes, je suis minoritaire, mais enfin, c'est pas tout à fait rien la France, quand même. Tu rigoles pas. J'ai rien contre la Lituanie, mais c'est pas exactement. Pour la Lituanie au hasard, là, comme ça. Non, mais je prends un petit pays, quoi. La Lituanie, mais je sais rien. Vous connaissez, vous êtes allé peut-être en Lituanie, moi non plus. Alors, très beau.
Quoi? Alors, s'il y a que France qui connaît. Non, mais sérieusement, tu peux pas dire c'est la même chose. Et je pense qu'il se dit ça. Ouais. Il se dit, certes, on est minoritaire puisqu'il faut, je sais pas quoi, avoir 4 pays et 35% de la population. Il faut une minorité de blocage pour pouvoir il l'a pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe, elle peut prendre le risque, tu vois, de dire aux Français, allez vous faire voir, ce sera comme ça et pas autrement? J'ai du mal à y croire. Non, moi, je pense que le Mercosur, c'est pas le fond du problème. Tout à l'heure, le garçon, il le disait. C'est un des problèmes. Ouais. Le problème, c'est, on l'a dit, c'est une agriculture compliquée. Chez moi, je le vois. En plus, on boit de moins en moins de vin, donc il y a une consommation moins importante de vin. Il y a des modes de vie différents. Pour expliquer aussi, pardon, juste et puis une dernière fois, ils ont qu'à s'arrêter de se disputer entre eux, parce que quand même. Ils sont les spécialistes. La FNSEA, la coordination rurale, oui. Mais ils sont fous furieux. Moi, je le dis chaque fois que je les vois. Ouais. Tu les rencontres, tu peux même pas les mettre dans la même pièce. Mais alors, justement, Franz-Olivier Gisbert, l'angle intéressant entre effectivement l'opposition entre la FNSEA et la coordination rurale, je sais pas opposition, mais en tout cas divergence de vue sur les modes d'action. On a Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, qui dit oui, il y a des modes d'action, mais il faut pas bloquer. Tout à l'heure, Véronique Le Floch assume de dire qu'on peut aller, je crois que c'est mercredi, si d'aventure ils n'obtiennent pas satisfaction de la part du gouvernement, le fait de bloquer ce qu'on appelle le fret alimentaire, c'est-à-dire l'approvisionnement d'un certain nombre de grandes surfaces. Au fond, est-ce qu'il faut s'attendre à des scènes je sais pas si on peut dire de violence, mais en tout cas d'atteinte aux biens, de durcissement du mouvement? On avait pu voir des scènes équivalentes en janvier dernier. Oui, mais là, ça dépend aussi de l'attitude du gouvernement. C'est-à-dire, je pense qu'il est à un moment aussi, il doit lâcher un peu de lest. Je ne dis pas, satisfaire toutes les demandes. Mais dans ces cas-là, il faut quand même parler. Il faut s'exprimer, il faut dialoguer, et je pense que l'heure est plutôt au dialogue. Moi, je suis pas sûr que ça tourne mal. Parce que là, c'est vrai, c'est la même histoire que l'année dernière. Les Français sont derrière eux. Les Français sont derrière eux parce qu'ils voient bien qu'elle est en danger. Je le répète, l'industrie française, on l'a quasiment tuée. Et là maintenant, il y a des personnages, des bureaucrates qui voudraient tuer aussi l'agriculture. Ça peut pas continuer. Si vous voulez, il faut reconstruire l'industrie et il faut favoriser, aider l'agriculture qui est notre avenir. Tu as raison. En plus, moi j'ai entendu Bruno Retailleau dire... qui dit tolérance zéro. Non, mais attendez, d'abord, mais j'ai pas dit qu'il a pas dit. Non, mais c'est son rôle. Mais Gérald Darmanin disait pas pareil. Non, mais d'accord. Gérald Darmanin disait on n'envoie pas les CRS sur les gens qui souffrent. Oui, mais à mon avis, Retailleau est plus pour les agriculteurs que Darmanin. Mais en fait, très simple, c'est un Vendéen. Donc attendez. Mais Retailleau, il dit ça parce qu'il est ministre. Oui, voilà. Mais tu le vois vraiment. Voyez les flics là. D'abord, il est issu de ce milieu-là. Et en plus, il est tout sauf un imbécile. Et il va pas se payer les agriculteurs comme ça. Non, ça c'est. Mais c'est son job. Mais moi, il y a pas de catastrophisme. Je ne fais que constater. Benjamin, il prend au pied de la lettre ce que disent les gens. C'est souvent mon problème. Un mot encore politique sur précisément la façon dont Michel Barnier va devoir gérer cela. Robert Ménard, ce qui est amusant, si j'ose dire, c'est de voir que c'est des gouvernements très différents qui doivent gérer cette crise agricole. Au mois de janvier, on disait c'est un gouvernement parisien, Gabriel Attal, la question de l'agriculture, il connaît pas. Vous vous souvenez, il y a la botte de foin où il avait pris la parole pour annoncer un certain nombre de choses. Là, on a un gouvernement dont on nous dit depuis sa nomination que c'est le retour au terrain. Il y a des sénateurs, il y a des ministres qui cumulent avec leur fonction de dirigeants de collectivités locales. Mais c'est pour ça qu'il n'y aura pas de problème. Ah, vous pensez qu'il n'y aura aucun problème? Non, moi je pense qu'ils sont intelligents. Tu vois, moi je les connais, un certain nombre de ces ministres. Je les vois pas. Les agriculteurs, ils ont toute leur sympathie. Tu vois, ils vont essayer de le gérer. Et puis je pense que la FNSEA et même la coordination rurale, elle est aussi dans son rôle de dire ça. Oui, après quand on dit, je reprends la phrase, les tracteurs iront jusqu'à l'Élysée s'il le faut. Enfin, c'est une façon d'exister aussi, dire ça. Je la vois, cette gentille dame, aller prendre l'Élysée d'assaut. Enfin, ça tient pas la route. Oui, mais pardon, je vais peut-être rompre cette sorte d'unanimité sur le plateau, mais un gilet jaune ou quelqu'un du mouvement social au moment des retraites dirait cette phrase. Là, sur ce plateau, vous deux, vous seriez en train de dire c'est scandaleux, c'est quasiment séditieux. Mais parce qu'on sait que c'est pas vrai. Ah bah oui, mais bon. Non, mais c'est vrai que. Et puis on n'a pas les mêmes rapports. Moi, j'ai pas les mêmes rapports aux paysans qu'un certain nombre d'autres. Oui, mais pas sur le principe de tenir ce genre de phrase, c'est quand même un problème, non? Les gilets jaunes, vous savez, quand ils disaient ça, il y avait des intentions terribles, même sur la personne même du président de la République. Et puis ils étaient prêts, peut-être disposés à tout casser. Enfin, la coordination rurale, c'est pas exactement d'étendre. Non, mais quand même.
quand même, non. Et puis les gilets jaunes, ça veut rien dire. Pardon, Benjamin. Moi, je suis allé les voir au début. Tu vois, au début, c'était les gens que tu rencontrais qui étaient exaspérés et tout. Et puis petit à petit, ça s'est politisé. C'était une façon pour les uns et les autres de les instrumentaliser. Et là, tu trouves pas ça sympathique du tout. Moi, je les trouve sympathiques. Les paysans, je suis avec eux, je suis bien avec eux, et je les crois assez responsables pour pas foutre le bordel de façon à pourrir la vie des autres gens. Parce qu'en plus, il faut qu'ils retournent à la ferme. Hein. Ouais, parce que mais c'est cet aspect-là qu'on voit jamais. C'est-à-dire, ils prennent des risques énormes par rapport à leur exploitation. Véronique, là, comment ils sont pressés de retourner. Bien sûr. Le floc, pardon, mais ces vaches, il va bien falloir qu'elle les nourrisse, quoi, et qu'elle aille les traire, tu vois. Voilà. Oui, mais ça change tout dans le rapport que t'as à elle. Sur la question qui était tout à l'heure posée à Philippe Martinez, l'ancien patron de la CGT, de la possibilité d'une sorte de convergence et de coagulation, parce qu'on a la situation... Convergence des luttes, dit chez Mélenchon. Il s'est foutu de votre gueule en plus. Alors, il s'est foutu parce que chaque fois que je pose la question. Chaque fois que il y a une telle ironie dans la question qu'il n'est pas abruti, il a compris que vous foutiez de sa figure. Mais donc, quoi, vous êtes d'accord ici qu'au fond, il n'y a pas de rapprochement possible parce qu'il s'agit de sujets trop différents entre les fonctionnaires, les ouvriers, les agriculteurs. Non, on n'est pas tarés. Et je pense que on rentre dans une période qu'on peut pas vraiment maîtriser. On peut pas maîtriser la période. Et c'est vrai que du côté des fonctionnaires, ils sont très énervés. Mais je pense que là-dessus, il faudra peut-être que le gouvernement sorte son atout, d'ailleurs, Guillaume Gasparian, qui dit la vérité sur les fonctionnaires. Et je crois qu'il est temps qu'ils entendent la vérité, les fonctionnaires. Il faut leur dire, par exemple, que si on en est là, sur le plan de l'endettement, c'est quoi l'endettement de la France? On sait très bien, c'est la moitié, c'est les retraites que l'on paye, que l'État, que les Français, que les Françaises s'endettent pour payer. C'est ça, toute cette histoire d'endettement. En grande partie, c'est quoi? Ces retraites sont une grande partie, ce sont les retraites des fonctionnaires. Donc, c'est nous, collectivement, qui payons les retraites des fonctionnaires. Non, mais il faut commencer à leur dire. Personne n'ose. Barnier, il allait dire qu'il allait dire plein de choses. Il n'a pas dit ça. Évidemment, il va pas le dire. Il va pas le dire parce que ça met les gens en colère. Mais c'est quelque chose de vrai. Le problème sur le débat sur le fonctionnaire, c'est que c'est pas un débat que tu peux mener calmement. Dès que tu dis... Et pas avec une majorité aussi étriquée. Non, et puis même, ça prend des... Tu dis, je sais pas, chez moi, il y a, entre la ville, l'agglo, le CESOP, 2800 personnes dont une partie sont des fonctionnaires. T'en as plein qui font leur boulot de façon formidable. T'en as un certain nombre qui bossent pas. Si tu montres du doigt les mecs qui bossent pas en leur disant cela, si je pouvais m'en passer, tu vois, ça ferait des économies. T'as des syndicats qui sont pavloviens et qui hurlent, qui font de toi l'ennemi de la fonction publique. On n'arrive pas à discuter parlement là-dessus. Les fonctionnaires, il y a des tas de fonctionnaires qui travaillent et qui aiment leur boulot. Mais je pense que il y a un moment donné, il faut arrêter d'infantiliser, de ne pas dire les choses. Il faut dire la vérité et les associer d'ailleurs et leur dire voilà. Messieurs. Mais attendez, le gros problème, c'est que on laisse faire. Vous voyez, on a mis un mouchoir dessus et ça continue. Mais commencer à régler la différence des élus, par juste un tout petit détail. Si vous vous engueulez avec votre PDG, non, c'était un cas exceptionnel. Ça viendra forcément, c'est la vie. Je veux dire, lui, il vous envoie chier, il n'y a pas de problème, il dit tu dégages et tout. Quand t'es élu, les mecs, les fonctionnaires, c'est aussi les gens, pour être honnête, c'est aussi les gens qui votent ou qui votent pas pour toi. Et les maires, ils ont peur de ce terrain-là parce que c'est un terrain casse-gueule. C'est un terrain casse-gueule. Va dire aux fonctionnaires que t'es... Moi, je suis contre... Il n'y a pas que des fonctionnaires territoriaux. Non, je te parle de cela. Le reste, les restes, en général... On continue à poser la question d'un éventuel rapprochement. On voit notamment cette phrase qui est écrite en bas de l'écran. Paysans, cheminots, convergence des luttes, point d'interrogation. Juste avant, je voudrais qu'on retourne sur le terrain, retrouver Milan Argelas sur la N118 pour faire un point sur ce qui est en train de se passer, alors que l'on voit ces images, de tracteurs qui sont installés sur la N118 et de voitures sur la file de droite qui, sont sinon à l'arrêt, du moins avancent particulièrement lentement. Que se passe-t-il autour de vous, Milan Argelas ? Oui, effectivement, Benjamin, une dizaine de tracteurs ici dans cette file qui continue sur plusieurs centaines de mètres pour une centaine d'agriculteurs mobilisés dans cette file. Il y a donc des tracteurs, mais aussi des véhicules tout simplement de soutien ou bien même des agriculteurs venus en voiture. C'est le cas aussi notamment d'Arnaud
Arnaud, qui est agriculteur céréalier dans les Yvelines. Arnaud, racontez-moi votre soirée, voire même votre nuit ici. Comment elle va se passer? Eh bien, on est arrivé il y a une petite heure maintenant. On va rester là jusqu'à demain matin, 10h environ. La soirée va se passer, on va allumer les barbecues, se restaurer et communiquer avec les gens qui souhaitent venir nous rencontrer. Je sais que c'est pas facile sur la 118, mais si des gens veulent venir discuter avec nous, qu'on explique pourquoi on est là, voilà. Et vous êtes prêts pour plusieurs journées de mobilisation, voire même plusieurs semaines? Alors, on est engagé à dégager la route demain matin parce qu'on a pris des engagements et les agriculteurs respectent leurs engagements. Mais si demain ou après-demain rien ne se passe et aucun ministère ne veut bouger et nous recevoir pour discuter, on va repartir sur les routes et là on peut rester 15 jours, 3 semaines. Et on n'a pas été à Paris au mois de février, mais je peux vous assurer que là on ira à Paris si vraiment personne ne nous écoute. Merci beaucoup Arnaud. Et tout à l'heure, on a assisté à plusieurs prises de parole de syndicats des jeunes agriculteurs, mais également de la FDSEA, la FNSEA d'Île-de-France, avec un mot d'ordre aussi et des revendications adressées à Emmanuel Macron. On le voit notamment avec ces affichages sur les voitures. Macron, si tu vas à Rio, n'oublie pas tes pecnos. Milan Argelas en direct de la N118 avec Hugo Dorsemène et on continue bien évidemment à suivre ce qui est en train de se passer sur cet axe en région parisienne, la nationale 118, au niveau de Vélizy, Villacoublay. Robert Ménard, Franz-Olivier Gisbert, je voudrais vous entendre sur l'actualité politique principale de la semaine, à savoir ce qui s'est passé au tribunal dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national et ces très lourdes réquisitions contre tous les prévenus et notamment contre Marine Le Pen. Robert Ménard, le parquet a requis, précisons bien que ce sont les réquisitions, pas la décision du tribunal. Le parquet, c'est-à-dire le ministère public, c'est-à-dire l'État. Absolument. L'État, le gouvernement, quoi. Bon, je vois déjà ce que vous allez dire, mais bon, voilà. 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire que même si Marine Le Pen fait appel, si c'est la décision du tribunal, elle ne peut pas se présenter en 2027. Robert Ménard, ça vous a choqué ou est-ce que c'est le bon fonctionnement de la justice ou le fonctionnement normal, le parquet qui requiert, on verra la décision du tribunal. Voilà. Quel regard vous avez porté sur la façon dont ça s'est déroulé? Qu'on condamne des gens, c'est vrai que la peine est d'une lourdeur incroyable et tout. La peine de prison, une chose, les amendes, une autre. Ce qui pose problème, c'est pas tant l'inéligibilité que l'inéligibilité. Attendez, avant qu'il y ait un jugement, ça veut dire que définitif, ça veut dire que normalement, tant qu'il n'y a pas un jugement définitif, t'es présumé innocent. C'est-à-dire que là, tu es présumé innocent, soi-disant, et en même temps, on t'empêche de te présenter aux élections. Honnêtement, c'est à tomber à la renverse. C'est une règle de droit, hein. C'est-à-dire c'est notamment pour prévenir le risque de récidive. Au tribunal correctionnel, il y a souvent des exécutions provisoires. Le risque de récidive, non mais tu plaisantes. Dans le cas de Marine Le Pen, c'est pas ça. Attends, le risque de récidive, toi, elle s'est pas enrichie personnellement. Elle se fait pas faire des costumes ou elle va pas en Suisse mettre son argent. C'est quand même pas tout à fait la même chose. En même temps, moi, je trouve que le Rassemblement national, quand il nie contre l'évidence même qu'un certain nombre de gens qui auraient dû bosser, parce que c'est assez simple, qui auraient dû bosser pour le Parlement européen, ont bossé pour le parti, c'est stupide. Moi, ça me choque ça, mais ce qui me choque encore plus, c'est elle. Tu dis, moi, je suis pas d'accord avec ce que Franz Chézit sur le tutoiement, parce avec Franz, on va se tutoyer avec toi, sur l'État. Le problème, quand même, où ce qu'on dit pas, c'est 2 personnes qui ont requis. 2 personnes, c'est 2 magistrats qui étaient les procureurs. Attends, je vais te dire, moi je me pose une question d'expérience parce que je les connais. J'espère, je n'ose pas imaginer qu'un d'entre eux, ou les 2, soit membre du syndicat de la magistrature. Oui, pourquoi je dis ça? Attendez, pardon. Non, mais juste, permettez-moi de faire une parenthèse, puisque à l'instant, Franz, vous avez dit le parquet représente le gouvernement. Non, le parquet représente la société. Non, mais vous avez fait une sorte de dire. Non. Vous avez dit c'est le ministère public, donc l'État, donc le gouvernement. Il n'y a pas de lien entre le gouvernement et les réquisitions du parquet. Franz, non, mais là-dessus, c'est pas mécanique. Attends, juste que les choses soient très claires. Est-ce que je peux... Le ministère public, ça représente les intérêts de la société. Est-ce que je signale juste pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Laisse-moi. S'il vous plaît. Le parquet en France n'est pas indépendant. D'ailleurs, vous en parlez à tous les Européens, les pays européens. Le disent sans arrêt. Donc voilà. Moi je l'ai dit. Il y a un lien hiérarchique. Je l'ai dit. Le parquet n'est pas considéré comme indépendant. Mais il ne représente pas le gouvernement France. Est-ce que je peux finir ma phrase? Allez-y, finissez votre phrase. Pourquoi je dis que je m'inquiète de ça? J'ai retrouvé un communiqué
communiqué de presse du syndicat de la magistrature, tu sais, au lendemain de la dissolution. Non, mais attends, ça vaut le coup. Ils disent ils appellent l'ensemble des magistrats à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Tu tombes sur un mec du syndicat de la magistrature et tu crois une seconde qu'il va te juger de façon équitable si t'es Marine là, Le Pen. on n'a pas le moindre élément sur la question de savoir si ces deux procureurs appartiennent ou non au syndicat de la magistrature. Si j'étais journaliste, si j'étais le patron de la rédaction de BFM, je m'intéresserais aux magistrats et je me demanderais s'ils étaient pas là. Et s'ils sont là, elle a raison, c'est un vrai scandale. S'ils sont membres du syndicat de la magistrature, qui est un truc politique, c'est un scandale parce qu'elle n'aura pas été jugée de façon équitable. Et quant à la fable, tu sais, je suis syndicaliste au syndicat de la magistrature, mais dès que je mets ma robe de magistrat, je deviens, tu sais, vierge de toute considération politique, c'est prendre les gens pour des abrutis. Oui, le parquet est indépendant du pouvoir politique. Non, justement. Non. Mais non, mais c'est plus compliqué, évidemment. Mais qu'est-ce qui est plus compliqué? Il n'y a pas de consigne donnée. Il n'y a pas de consigne donnée, mais enfin bon, vous savez très bien, des nominations, tout ça joue. Enfin, faut être dupe là-dessus. Attendez. D'ailleurs, c'est pour ça, je le répète, que dans tous les pays européens, je crois qu'ils n'ont même pas besoin. Votre parquet n'est pas indépendant. Mais ils n'ont pas besoin de l'État. De toute façon, le sujet, c'est pas ça, parce que j'accuse pas l'État en l'espèce. Je le dis simplement parce qu'il faut toujours le rappeler, parce qu'on aime pas le parquet, France, requiert contre le MoDem ou contre Éric Dupond-Moretti, là, on se pose pas la question de savoir si c'est indépendant ou pas. Et dans l'espèce, il s'agit de gens qui appartiennent à la majorité. Donc juste attention avec cette question du lien entre le pouvoir politique et la justice. Il faut rappeler la réalité. C'est pas ce que j'ai dit. La réalité, je sais bien, mais je répondais à Jean-Denis Misère. Il faut rappeler la réalité. Il y a une spécificité française par rapport aux autres pays européens où ça se passe pas comme ça. Voilà, il faut le dire. Je sais que ça gêne, mais il faut le dire. Bon, après, je n'accuse pas le gouvernement dans l'espèce, parce qu'effectivement, très souvent, le parquet, on peut pas dire qu'il travaille toujours sur... Et donc concrètement, ça veut dire que vous trouvez que quand Marine Le Pen dit le parquet est en mission politique? Non, mais ça marche pas comme ça. Non, je l'ai dit parce que c'est important de le dire. L'indépendance, c'est important. Il n'y a pas d'indépendance en France. C'est ça le sujet. Bon, c'est pas le gouvernement, c'est pas le ministre de la Justice qui a dit il faut la condamner à ça. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, moi, je trouve cette histoire honteuse. Dieu sait si je suis pas partisan du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Tu peux pas l'empêcher de se présenter comme ça. C'est un problème de droit. C'est-à-dire, il y a une tendance ces dernières années à travers des lois, donc on sort pas des clous de la loi d'ailleurs là-dedans, de rajouter des peines d'inéligibilité. Les magistrats eux-mêmes, ils ont tendance à rajouter aussi l'histoire de l'exécution provisoire qui est en fait une exécution immédiate, qui fait que, comme tu l'as dit, il y a plus de, ça sert à rien le pourvoi en appel, puisque jusqu'à présent il y a la première instance, si on n'était pas content on faisait appel. Parce que ça peut durer des plombs cette histoire. Tout de suite il y a l'exécution provisoire. Donc si vous voulez, je trouve cette façon de corseter la justice, et une justice qui est d'ailleurs, il faut bien le dire, tu l'as dit, mais très politisée. Il y a quand même un tiers des magistrats qui votent aux élections, qui votent pour un syndicat qui fait de la politique à longueur de temps. Et vous, ça vous trouble pas? Mais non, mais moi, c'est pas ça me trouble, c'est que je suis assez étonné de cette façon de ne pas voir que dans les décisions de justice qui, ces dernières années, ont visé des responsables politiques et qui, parfois, ont soit requis, soit décidé de peine d'inéligibilité, il y avait tout le spectre politique. C'est-à-dire que ça allait de Jean-Noël Guérini jusqu'à François Fillon, en passant par le MoDem. Pardon, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une spécificité pour le Rassemblement national. Est-ce que quelqu'un... J'ai pas dit qu'il y avait une spécificité. Je dis que tu peux... Pardon. Benjamin, le syndicat de la magistrature, je pense pas qu'ils aiment plus Dupond-Moretti que Marine Le Pen, un peu plus, et encore je n'en suis même pas sûr. Donc ça se joue pas comme ça. Ça se joue que moi je suis scandalisé. Moi, demain je me retrouve devant un tribunal, ça peut m'arriver. Tiens, je vais m'y retrouver, tiens, d'ailleurs, pour les trucs. Moi, j'aurais envie de demander au mec, t'as une carte syndicale au syndicat de la magistrature pour savoir si je vais être jugé équitablement ou pas. C'est incroyable. Je le dis parce que je suis contre le fait que les magistrats puissent se syndiquer. Je trouve qu'il y a des professions où on ne devrait pas être syndiqué. Alors moi, je dirais, il y a un autre sujet qu'il faut évoquer à travers ça. C'est que par pure bêtise et militantisme, ces magistrats donnent... Enfin, si tout ça va jusqu'au verdict, parce que j'espère que la justice se ressaisira et trouvera... Je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus. Mais trouvera un moyen, disons, de sanctionner, parce qu'il y a faute.
Il y a Ah, faute bien du sûr qu'ils Rassemblement ont national, faute, c'est évident, donc il faut sanctionner, mais simplement pas ça. C'est-à-dire retirer le droit aux électeurs de régler ces problèmes dans les urnes. Enfin, c'est une sorte de... Si vous voulez... Non, mais c'est important ce que je vais dire, c'est-à-dire que, juste une seconde, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu cette espèce de campagne lancée d'ailleurs par Biden au dernier moment, juste avant l'élection présidentielle, à peu près un an avant. Il envoie les grandes orgues et vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en fait, tout ça a profité à Trump. Et moi, je suis profondément convaincu. Oui. Mais oui, et ça a profité à Trump. Et donc, les procès ont ça veut dire profité quoi? à Ça veut dire Trump. qu'il fallait Ça pas veut dire poursuivre quoi? sur la tentative de coup Mais d'État au non, Capitole? ce Non, n'est mais- pas Mais ce que... attendez, Mais faites attendez, non, faites ce n'est pas pas ce que l'imbécile, je on dis dit là. pas ça. Mais jamais Bien je sûr, dis ça. bien sûr Mais qu'ils vous sont énervez pas contre Il moi. Non, mais, faut c'est que vrai. justice passe, c'est pas Mais le attends, sujet, mais eh, enfin... on a évidemment commencé, qu'on est moi j'ai d'accord. commencé par dire que personne ne peut croire sérieusement les arguments du Ouais, Rassemblement non. national. Bon, Comme Alors, quoi- d'où cette question, François-Xavier Robert Ménard. Quand on est un parti qui n'a cessé de faire campagne sur main propre, tête haute, en disant, on a vu cette archive circuler, là on n'a pas le temps de la voir, mais je vais la raconter, en 2004, Marine Le Pen qui dit tous les partis piquent dans la caisse, sauf nous. Bah oui. Plus compliqué de tenir ce type oui. d'argumentaire si mais le Rassemblement national est condamné. C'est bien pour Bah, ça. vous marquez un point, bien sûr, mais ça on le sait, ça. Mais c'est bien pour ça que si ça va renforcer la base, moi je le vois, des gens du Rassemblement national qui disent, voilà, on veut nous tuer, on veut l'empêcher de se présenter et tout, et en quoi ils ont raison sur cette partie-là. Attends, pardon, Franz, je pense que un parti des gens qui auraient voté pour le Rassemblement national, même s'ils sont pas... Ça va les en Ça va empêcher. se dire, en se disant, moi je vois des gens qui me disent, finalement ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent un peu avec la légalité. Ouais. Et ils se sont arrangés avec les règles, il n'y a pas le moindre doute. Tu peux à la fois dire, moi j'essaye de dire, ils se sont arrangés avec les règles. Ils auraient mieux fait de pas nier l'évidence et de dire, sur un certain nombre de choses, on a fait les choses pas bien. Et en même temps, tu peux dire ça, et en même temps, dans la même phrase, c'est ce que j'essaye de dire, je trouve scandaleux qu'on prive Marine Le Pen et donc ce parti de la possibilité d'être candidat au présidentiel. Bon, tu peux dire une chose et l'autre. Et ça peut, je le répète, se retourner contre l'État. C'est-à-dire que quand vous regardez bien l'histoire de Trump, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que ce sont et on a l'impression que Trump le cherche d'ailleurs. Il a besoin que les élites l'attaquent. Il dit voilà les élites judiciaires, les élites médiatiques. Et ça lui réussit. Et ça lui réussit à chaque fois. C'est-à-dire que les électeurs, ils essaient de protéger le populiste en fait, parce que tout ça frappe surtout les populistes, qui expliquent en fait qu'ils sont victimes d'un complot. Et on aura l'occasion de continuer à en parler, Robert Ménard, François-Xavier Gisbert. Cette image pour terminer l'émission, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui se rend auprès des agriculteurs. Voilà, on la voit de dos sur la N118. On va pas lui reprocher d'y aller. C'était juste pour montrer. On a dit qu'on y serait allé. Une image. Voilà. Peut-être, Moi, j'y vais mardi. Et ben voilà.